Salut à tous, c'est Motard Geek pour YRFPV. On se retrouve aujourd'hui pour une première vidéo sur la Runcam hybride. Donc la Runcam hybride, c'est quoi? C'est une concurrente à la Caddx Tarsier, c'est-à-dire une caméra FPV avec deux objectifs. L'objectif du bas pour le retour FPV et l'objectif du haut pour filmer en HD jusqu'en 4K. Je vous dis que c'est une première vidéo tout simplement parce qu'on va tout d'abord s'attarder sur le form factor de la caméra, les dimensions, comment l'installer, comment la monter dans un quad et surtout comment la régler. Suite à ça, je vous mettrai quelques extraits de vol dans les différentes résolutions avec les réglages d'origine. Et donc faut pas vous attendre non plus à des vols de folie parce que j'aurai pas beaucoup de temps sur la vidéo, mais aussi parce que c'est un quad que j'ai monté très vite, tout neuf pour faire cette vidéo là. Et Betaflight en 6S je connaissais pas, heureusement c'est bien documenté contrairement à Falco X, et il y a des presets qu'on peut utiliser de telle sorte à ce que ça vole. Après c'est pas dingue, donc je découvrais le quad, donc je vais vraiment vous mettre des images courtes juste pour que vous puissiez voir à quoi ressemblent les records, et je vous mettrai aussi comme d'habitude les enregistrements originaux dans la description de la vidéo pour ceux que ça intéresse. Et par la suite, avec Jérémy, on essaiera de vous faire quelque chose de mieux, un peu comme on a fait avec la Foxeer Box, en faisant différents réglages pour trouver ce qui est de mieux avec la Runcam hybride. Donc la petite Runcam hybride avec ses deux optiques, elle est déjà installée dans ce quad qu'on va démonter ensemble pour voir comment elle est fichue. Si ça vous intéresse de savoir les infos, les composants de ce build tout neuf que j'ai monté juste pour tester la Runcam hybride, je vous renvoie vers la rubrique Drone Build du forum. Rapidement, on va regarder la boîte dans laquelle elle a été livrée. Donc on peut voir, hop, quelques informations sur la boîte. Runcam, caméra, split, hybride, 5 à 20 volts en tension d'alimentation. 4K 30 fps, 2,7K 60 fps, 1080p à 120 fps, et vous verrez dans les réglages qu'on peut faire d'autres combinaisons. Donc dans la boîte il n'y a pas grand chose, une petite carte avec un lien vers la rubrique de téléchargement pour récupérer le manuel de l'utilisateur. Je ne l'ai pas encore trouvé pour la Runcam hybride qui n'est pas encore en vente au moment où je fais cette vidéo, elle est uniquement en précommande, donc j'imagine qu'ils mettront les infos à jour par la suite. Ensuite on retrouve la Runcam protégée dans de la mousse, et en dessous un petit jeu. Donc on a une lentille de protection, une protection pour lentille, une seule alors qu'on a deux lentilles, c'est assez bizarre. Ensuite on a un câble qui sert à venir de la prise femelle qui est déjà soudée à la carte qu'on va voir juste après, jusqu'à un VTX qui l'alimente et qui récupère le signal. Et on a un petit peu de visserie au format M2 avec des spacers, des entretoises et des écrous. Voilà. Le packaging assez sommaire, mais en soi le plus important c'est la caméra en elle-même. Hop. Donc on va rapidement enlever la top plate du quad. Hop, la magie du montage, comme c'est pas une review de frame, il n'y a pas de gros intérêt à vous montrer lorsque je la démonte. Donc avant de poursuivre le démontage quand même, donc voilà, elle est installée. Donc la caméra, on va la comparer tout à l'heure à d'autres modèles de caméra. Elle est assez imposante quand même. J'ai même l'impression qu'elle est plus imposante qu'une caméra full size. Si vous avez besoin des mensurations exactes, elles sont sur le site de Runcam, même si on va y passer un coup de pied à coulisses tout à l'heure. Donc on est sur une caméra assez imposante et avec une petite board au format 20 par 20, elle beaucoup moins imposante. Par contre on verra tout à l'heure en la démontant que dans un châssis comme le CL1 qui est quand même pas très long, et c'est pas possible, c'est trop court pour venir la mettre sur la stack 20 par 20 là qu'on retrouve juste à l'arrière. Donc bon, ça aurait pu être pratique. Là comme j'étais sur justement comme j'y avais pensé, je suis parti sur une FC all-in-one avec des ESC séparés pour pouvoir garder de la place juste au-dessus. Surtout qu'il faut un adaptateur 30 par 30 vers 20 par 20 puisque j'avais une ESC en 30 par 30. Donc rapidement ce qu'on va faire, c'est avant d'attaquer de la démonter pour vérifier comment elle est fichue, on va brancher un écran. Hop. Tac. On va voir si elle est à l'envers. Est-ce qu'on va pouvoir caler ça comme ça? Voilà, de toute façon, le principal, c'est pas de voir ce qui va se passer à l'écran, mais ça va être de regarder ce qui se passe sur le téléphone, parce qu'en fait, tous les réglages s'effectuent avec tout simplement une application qui génère un QR code et qu'on montre à l'optique, et ensuite ça applique les nouveaux réglages. Donc on va rapidement regarder ce qui se passe donc dans l'application Runcam. Donc sur l'application Runcam, c'est l'application officielle, on peut régler les différentes caméras. Donc en toute logique, nous, on va sélectionner ici Runcam hybride. Ensuite, configuration du QR code. En termes de réglage de base, on peut régler donc la qualité de la vidéo, haute, moyenne ou faible. Donc moi j'ai laissé par défaut pour mes premiers essais, enregistrement en boucle on ou off. Auto-enregistrement, je l'ai laissé par défaut, c'est pratique. Dès qu'on branche la lipo, l'enregistrement se lance.
Les résolutions, donc on a du au plus haut 4K à 30 fps, 2,7K à 60 fps, 2,7K à 50 fps. Bizarrement, on n'a pas de 30 fps en 2,7K. Ensuite, on passe au 1080p à 120, 60, 50 ou 30 fps. Donc là, peu importe, on va laisser des réglages. Ensuite, le volume du micro, qu'on peut désactiver, faible, moyen ou haute. J'ai fait tous mes enregistrements à faible et franchement, autant le couper, c'est pour moi inexploitable. Et ensuite, on a les réglages d'ISO. Je pense que quand il fait beau, c'est pas mal de le laisser à 100 comme je fais sur la GoPro, 100 ou 400. Et la vitesse d'obturation, ça c'est pas mal aussi si on veut jouer avec des filtres ND. Donc ça c'est des options qu'on n'a pas de mémoire sur la Tarsier et je trouve que c'est un plus sur cette petite runcam. Et ensuite on a les réglages général. Je sais pas à quoi ils correspondent, si ils changent la qualité du flux FPV ou de l'image HD. Quoi qu'il en soit, voilà, on a l'horodatage qui s'affiche sur l'écran ou non. Écran motorisé, c'est bizarre, c'est comme si c'était une option pour une caméra de vidéosurveillance. Saturation, compensation, contraste, netteté, mode de mesure de l'exposition, balance des blancs, amélioration d'image en basse lumière, arrêt automatique et fréquence d'alimentation. Donc là, j'ai tout laissé par défaut pour mes premiers essais. Donc, admettons qu'on a fait les réglages. Ce qu'il faut faire une fois qu'on a fait les réglages, c'est appliquer. Là, on a une petite notice, donc je vais la passer brièvement, mais qui nous explique comment ça fonctionne. Donc moi, je vais vous le dire à l'oral, mais il y a 1, 2, 3, 4 étapes, 5 étapes. Bon, ils ont été assez explicites, hein. Donc même si j'avais pas l'outil, j'ai pu comprendre comment ça fonctionnait. Et voilà, là on a le QR code avec en dessous le résumé des options. Et il suffit d'afficher ça devant l'optique de la caméra et elle va prendre en compte les nouveaux réglages. Donc là, je vais mettre le quad sous tension. Hop. Je vais mettre la radio parce que sinon il va nous casser les oreilles. Alors voilà, entre le buzzer et le beacon des shots, c'est insupportable. Donc là voilà, on a la caméra qui s'affiche sur l'écran avec quelques infos de l'OSD. On peut voir en haut à droite le petit bouton rouge qui indique qu'elle enregistre. Donc pour pouvoir passer en mode QR code, il faut absolument couper l'enregistrement. Pour ça, on a deux boutons sur la caméra. Celui de l'avant, lorsqu'on a la lappe à l'avant, celui de l'avant permet donc d'arrêter et de lancer l'enregistrement. Là, on peut voir que ça enregistre puisque la LED bleue clignote. Si j'appuie ici, hop, voilà, on a coupé l'enregistrement et le petit bouton rouge s'est enlevé en haut à droite de l'écran. Là ensuite, pour passer en mode QR code, il faut laisser appuyer 2 ou 3 secondes de mémoire sur le bouton donc à l'arrière, celui-ci. On peut voir qu'on est passé en QR code mode sur l'écran et également la LED est passée au vert. Donc là, à partir du moment où on va afficher le QR code devant la caméra, elle va prendre les réglages en compte et elle va l'indiquer sur la LED en repassant en bleu et on va enlever ça va supprimer la mention QR mode sur l'OSD. Donc là, on passe ça. Normalement, c'est assez sensible. Voilà, ça y est, c'est pas long du tout une fois qu'on a pris le coup, c'est assez pratique. Et donc là, elle a pris en compte les réglages et on est passé donc en 2,7p à 50 fps. Et c'est comme ça du coup qu'on va changer n'importe quel réglage sur la caméra. Et là, on est repassé au bleu sur la LED comme je vous le disais. Donc c'est que les nouveaux réglages ont été pris en compte. Normalement, on peut également la piloter avec un UART sur Betaflight. J'ai pas trouvé de documentation là-dessus, j'ai pas voulu me lancer dans la configuration. En tout cas, je pense qu'on peut au moins lancer et arrêter l'enregistrement avec un interrupteur sur la radiocommande. Donc là, maintenant que vous avez à peu près vu, donc là vous pouvez voir que la qualité de l'image quand même, elle est pas mal. Et moi, pour avoir volé avec, je trouve que ça se rapproche, je dirais, ça ressemble à une lentille de Sparrow. On a vraiment une qualité qui ressemble au CMOS Sparrow ou Predator chez Foxeer. Donc c'est une qualité qui est vraiment intéressante en vol. C'est pas la meilleure que j'ai pu voir, mais on est vraiment dans le haut du panier, je dirais. Donc maintenant qu'on a vu ça, donc là si on veut relancer l'enregistrement, tout bêtement, on rappuie hop sur le bouton à l'avant et là voilà, on est passé en mode enregistrement et pareil, on l'arrête et voilà, l'enregistrement est arrêté. Donc là on va la débrancher et je vais la démonter pour qu'on puisse regarder un petit peu la taille qu'elle fait. Donc je sais pas si vous l'avez remarqué là, avant que je passe au démontage, j'ai changé d'entretoise les supports fournis avec le CL1. Parce que si je les avais mis à la base, je les avais laissés sur les entretoises à l'avant et la caméra était trop reculée
et on voyait les entretoises, que ce soit dans le flux FPV ou dans le flux HD. Là, positionné comme ça va pile poil. On n'a pas les entretoises dans le flux HD. Par contre, il faut que la caméra soit relativement quasiment au plus bas, parce que si elle est trop haute, on voit la top plate et encore plus le support de GoPro lorsqu'on en a un. Par contre, voilà, la caméra elle est faite pour être fixée avec 2 vis et moi avec une seule vis. Bah, malheureusement, ça tient pas très bien et je sais pas trop ce que ça va avoir donné en vol. Donc la carte électronique, elle est maintenue par 4 petits écrous. Donc là, j'ai mis des écrous nylon et c'est vraiment pas pratique de les visser. Et surtout qu'on a des petits composants tout autour. Donc si on fait ça même avec des gros doigts ou une pince, il faut faire attention vraiment à ne pas arracher. Je sais pas si on va pouvoir les voir. Vous voyez, on peut voir qu'il y a tout un tas de petits composants collés vraiment aux écrous. Et là, lorsqu'on visse et dévisse, il faut vraiment faire attention à ne pas arracher tout ça. Donc là, de ce côté-là, sur le côté gauche de la carte, les 2 écrous maintiennent une petite sécurité là, hop, qui permet de bloquer la carte SD. On n'est pas obligé de la démonter à chaque fois qu'on veut enlever la carte SD. Je vais vous montrer quand même rapidement. Hop, il suffit de soulever un petit peu et de presser la carte SD avec un ongle et elle sort, voilà, sans souci. Donc ça c'est pratique, on risque pas de perdre la carte SD sur des crashs. Et donc de base, elle est fournie, voilà, elle est livrée avec une petite prise. Voilà, hop. Qui permet un montage plug and play. Sur un montage définitif, c'est carrément mieux de venir se souder directement. Donc là, ce sont des soudures qui sont faites d'origine. On peut voir qu'il y a d'autres pads ici. J'imagine que c'est pour l'UART et d'autres fonctionnalités. Moi, pour le côté pratique et comme c'est un quad de test qui va pas faire que ça, et que la Runcam hybride potentiellement elle ira dans d'autres quads, voilà, je l'ai installé comme ça, c'est pas gênant. Et donc comme je vous le disais, la nappe n'est pas très longue et voilà, elle n'est pas suffisamment longue pour aller jusqu'à la stack à l'arrière du quad. Donc ça c'est dommage pour ceux qui n'ont pas de place sur la stack du milieu et qui ont de la place à l'arrière. Et pareil, j'ai pas de place moi entre la caméra et la stack centrale. Donc il reste plus qu'à démonter l'optique, enfin à enlever l'optique de sa fixation. Donc là il va falloir clairement que je dessine un autre support avec 2 trous pour pouvoir fixer correctement la caméra et qu'elle ne bouge pas en vol. On va peut-être éteindre l'écran d'ailleurs là parce que c'est pas joli à voir à la caméra et pas spécialement intéressant non plus. Donc voilà, hop, la caméra, on va mettre le quad de côté. Donc la petite Runcam hybride, tout est monté, c'est fourni comme ça, il n'y a rien à plugger. Je sais pas comment c'est fait derrière, j'ai pas pris le temps d'enlever cette petite plaque qui doit venir protéger l'électronique, donc ça c'est pas mal. Comme je vous le disais, au-dessus on retrouve la lentille pour la HD et en dessous la lentille pour le FPV. Et donc en termes d'encombrement, ok d'accord, on va éteindre la radiocommande. Il y a toujours un truc, hein, cette radiocommande il va falloir que je la fasse taire parce qu'à chaque vidéo elle nous casse les oreilles. Donc si on compare, je vous le disais, à une full size, bah si voilà, finalement en hauteur on est comme une full size. Par contre on peut voir qu'on est plus étroit. Je pense qu'on est en hauteur comme une full size et en largeur, voilà c'est ça, à peu de choses près, comme une mini. Donc c'est assez bâtard, c'est entre full size et mini. Et si on veut juste pour voir comme ça par rapport à une micro ce que ça donne en termes d'encombrement, c'est pas beaucoup plus profond qu'une micro, ceci dit. C'est la lentille HD qui est quand même plus encombrante. Et par contre par rapport à une nano, voilà là, ça n'a rien à voir en termes d'encombrement. Mais c'est pas le but parce que la nano, elle ne fait pas de HD. Et là clairement c'est quand même, je trouve, super intéressant d'avoir de la HD dans une petite caméra comme ça, en ayant, contrairement à la Runcam Split ou à la Foxeer Mix, un vrai flux HD digne de ce nom qui permet de voler vraiment très confortablement. Donc ça c'est vraiment un bon point. J'ai pas encore regardé les flux HD, mais là clairement en termes de vol c'est tout à fait honorable et vous le verrez de toute façon. Normalement j'ai fait quelques DVR. Donc la caméra, l'ensemble, on va le peser tout de suite avant que j'oublie. Hop. Donc sans visserie, la caméra et sa carte d'enregistrement HD, on est à quasiment 18 grammes, 17,9. Donc pour faire de la HD, quand on compare au poids d'une Runcam 5 ou d'une Foxeer Box ou d'une GoPro, c'est même pas comparable en fait. C'est pas comparable, c'est moins exposé au choc. Je sais pas ce que ça donne sur la durabilité en termes de crash, hein, parce que même si ça prend pas de choc direct, les chocs, ça peut secouer un peu l'électronique. Mais globalement, ça a l'air bien fini, c'est du beau matériel. Donc hop, dernière chose à faire avant d'attaquer quelques enregistrements, on va la mesurer. Donc en hauteur, on est sur du 25,3. En largeur,
19,5. La profondeur en prenant donc les deux optiques. Tac. 25,5 également. Au début, je trouvais que c'était particulier d'avoir les optiques de pas la même taille. Je me suis dit, mais pourquoi ça va pas être simple à monter dans la frame, ou je comprends pas. Pourquoi ne pas les avoir mis à la même distance? Je me suis dit peut-être que on risquait d'avoir la lentille FPV dans le FOV de la lentille HD. Mais de toute façon, lorsqu'on commence à tilter, hop, on se retrouve, voilà, je sais pas si c'est facilement visible à la caméra, mais on se retrouve avec la lentille du bas bien plus en avant que la lentille du haut. Donc si elle était à la même distance que la lentille du haut, finalement ce serait encore plus encombrant. Donc au final, c'est pas spécialement bête d'avoir fait ce type de montage avec la lentille FPV un petit peu reculée. Voilà, donc on a bien deux trous pour visser la caméra de chaque côté. Donc on peut, sur les frames qui sont bien faites pour les caméras mini, on peut facilement la fixer correctement et surtout l'incliner et la verrouiller, contrairement à moi, mon montage avec le TPU et une seule vis. Donc voilà, c'en est tout pour la partie de cette vidéo sur le banc. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Et sur ce, je vous laisse avec quelques enregistrements.
Donc voilà, pour conclure, tout d'abord, je suis assez déçu de mes records HD. Il y a des vibrations et du gelo que je n'avais absolument pas perçu à la caméra FPV et qu'on retrouve d'ailleurs très peu sur la GoPro. Donc je pense que ça vient de mes fixations d'origine du CL1 qui ne sont pas adaptées à la Runcam hybride qui nécessite 2 vis de chaque côté pour bien la maintenir et surtout qu'elle ne bouge pas en vol. Donc là, je pense qu'elle a légèrement vibré et que la caméra HD est plus sensible à ce type de vibration que la caméra FPV. Quoi qu'il en soit, l'essentiel il est là. Vous pouvez voir à quoi ressemble la Runcam hybride dans ses différentes résolutions. Et moi personnellement, je trouve que c'est pas trop mal, elle s'en sort plutôt bien, même si évidemment on est loin de la GoPro Hero 5 Session ou GoPro Hero 6, 7 et toutes les GoPro, mais on est sur un encombrement et un poids nettement moindre et même un prix. Là on est aux alentours de 100 € pour une caméra FPV plus une caméra HD, c'est quand même très intéressant. Au sujet des points négatifs, je dirais qu'en fonction des montages, la caméra est un peu encombrante et la nappe peut s'avérer trop courte. Sur un Cinewoop et autres petits quads, souvent en type pod où tout est empilé à la verticale, la carte sera sous la caméra, il n'y aura pas ce problème de longueur. Moi en tout cas, dans mon montage en type bus, ça aurait été mieux si la nappe avait été plus longue ou s'il y avait eu 2 nappes de fournie, une courte, une longue. En ce qui concerne les points négatifs, je dirais le micro. Vous avez pu l'entendre, clairement il fait saigner les oreilles et encore j'ai vachement réduit le son au montage. Il faut pas compter l'exploiter, le son n'est vraiment pas bon sur la Runcam hybride. Ensuite, je trouve aussi que le fauve, le champ de vision, surtout à la verticale, est un peu limite. Enfin, en tout cas comparé à la GoPro, je trouve que c'était limite. En parlant de FOV, même si ça n'a pas forcément de rapport, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, en parcourant les différents réglages tout à l'heure sur le banc, il n'y avait pas d'option pour passer en 4 tiers, c'est uniquement du 16/9. Donc ça exclut tout travail, en tout cas natif, de Super View, Fake Super View en post-prod, comme vous l'avez expliqué Jérémy dans une de ses vidéos que je vous mets en petite fiche en haut à droite de l'écran. Même si évidemment lui il l'avait fait à partir du 16/9 et que ça fonctionnait plutôt pas mal, c'est quand même conseillé de partir sur une image de base en 4 tiers. Donc voilà, je crois que c'en est à peu près tout pour les points négatifs. Au sujet des points positifs, je vous l'ai dit, le prix, l'encombrement, le poids, la qualité qui n'est quand même pas mauvaise, le fait de pouvoir filmer en HD tout en ayant un flux FPV vraiment digne de ce nom, la caméra FPV est bien. On n'est pas au niveau de ma caméra préférée qui est la Falcor, mais on n'est pas loin de la Sparrow ou même de la Predator je trouve. Ensuite, j'étais très réticent au sujet du QR code et à vrai dire je ne sais pas pourquoi. Parce qu'au final, la GoPro, on est obligé d'avoir l'application GoPro, sauf qu'on s'embête à se connecter au Wi-Fi qui est parfois capricieux, qui vide la batterie de la GoPro et qui potentiellement peut faire des interférences sur les différentes ondes radio. Donc au final, j'ai trouvé ce système de QR code vraiment très simple et très efficace. Donc vraiment, c'est une très bonne idée à Runcam d'avoir intégré ce système. En parlant de Runcam, avant que j'oublie, merci à eux déjà. Ils m'ont envoyé la Runcam hybride gratuitement. J'ai pas de contrat avec eux, c'est pas une opération commerciale. Ils ne m'ont absolument pas dit comment tourner la review. Et c'est encore une fois une review complètement sincère. De toute façon, ça va nécessiter un peu plus de travail, aussi bien sur le quad qu'il va falloir que je tune un petit peu, sur les vols et également sur les types d'enregistrement et les comparaisons qu'on pourra vous faire. On va, je pense, essayer de faire quelque chose comme on a pu faire comme Jérémy a pu faire avec la Fox Earbox. N'hésitez pas à me dire comment vous souhaiteriez qu'on tourne la suite de la review de la Runcam hybride. Et sur ce, je vous dis à très bientôt sur la chaîne. C'était Motard Geek pour We Are FPV.